Cette semaine, on s'intéresse au Pretty Privilege récemment acquis d'une Québécoise dont l'histoire est virale sur TikTok. On se demande si on n'est pas en train de s'inventer des faux traumas familiaux. Puis on invite notre collègue journaliste Malia Kunku à nous parler de sa virée sur les campus américains à l'aube des élections. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vu passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo et j'aime les personnes avec de belles personnalités. Et moi, c'est Gab, et mes parents m'ont légué de l'anxiété de performance que je traite au psy régulièrement. Vas-y, Flo. OK, je commence cette semaine. Ouais. As-tu vu passer l'histoire d'Andréane Frappier sur TikTok? Oh mon Dieu, je sais pas comment dire ça. C'est la personne avec les dents. C'est la personne avec les dents. Oui. C'est une Québécoise de 37 ans qui est atteinte d'une maladie rare qui s'appelle la sclérodermie, puis qui fait en sorte qu'elle a notamment une dentition super mal en point et assez proéminente. À un point tel qu'elle raconte sur sa page TikTok se faire constamment regarder tout croche, recevoir des moqueries qui minent sa santé mentale et même celle de ses enfants. C'est tellement triste. Et même aller jusqu'à souvent se cacher dans sa maison, et ce sont ses mots. Fait que c'est vraiment... C'est très triste là, comme histoire. Ouais. Elle a lancé un cri du cœur le 6 juillet dernier en organisant un GoFundMe qui avait pour objectif de l'aider à financer une opération dentaire de 50 000 Ce n'était pas couvert parce que c'est considéré comme une intervention esthétique, ce qui est un peu scandaleux. Ben, c'est une maladie. Oui, c'est ça. C'est une maladie, mais l'intervention dont elle avait besoin était comme... Il la considérait fonctionnelle. OK, ouais. Elle a atteint son objectif grâce à ses vidéos TikTok qui ont fait des millions de vues. Et le 3 octobre dernier, elle a subi l'opération qui l'a complètement transformée. Les dernières images qui sont parues sur son TikTok sont vraiment hallucinantes. C'est passé de quelqu'un qui, je la cite, avait peur d'exister à littéralement, genre, vraiment une super belle fille. Fait qu'elle est un peu méconnaissable. Puis moi, en regardant tout ça aller, je me suis dit, waouh, il y a quand même peu de gens qui font un aussi gros bond sur le spectre de la beauté dans une vie, tu sais. Ouais. Puis cette fille-là, elle va naviguer dans le monde d'une façon totalement nouvelle, je pense. Puis elle en parle déjà un peu sur ses réseaux sociaux. Puis ça m'a fait réfléchir sur à quel point être belle ou beau, c'est un game changer dans une vie. Tu connais sûrement le Pretty Privilege, Gab? Ah oui. C'est tous les avantages, pas juste relationnels, mais aussi professionnels, financiers et moraux, et j'en passe, qu'ont les personnes qui collent aux standards de beauté. Il y en a plein des études qui ont révélé que les personnes belles, entre guillemets, ont plus d'amis, de partenaires amoureux, de chances de se marier, d'avoir des enfants, de meilleurs revenus, plus de diplômes même. Puis c'est pas drôle, il y a une de ces études-là de l'Université de l'Arizona qui a été publiée cet été qui a démontré que les personnes dont le visage est moins beau mourraient plus jeunes. Hein? Ouais. Fait qu'ils n'ont pas prouvé que les personnes belles vivaient plus longtemps, mais ils ont prouvé que les personnes moins belles vivaient moins longtemps. Mais il y a aussi des désavantages à être beau. Je pense que c'est quand même important d'en parler. Même si on a vraiment de la misère à avoir de la pitié pour les personnes belles, parce que souvent, elles nous remettent d'en face nos propres complexes. Elles sont souvent réduites à leur apparence, ont tendance à avoir des insécurités quant à leurs compétences ou leurs qualités, de peur d'être utilisées dans toutes sortes de contextes pour attirer l'attention. Et c'est pourquoi, Gab, je jugeais intéressant aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour toutes les personnes qui ont... Mais pas qu'on n'est pas belle, mais dans le sens... Je pense que c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas juste le pretty privilege, mais que ça existe aussi le ugly privilege. Et ça, c'est la chance qu'ont les personnes qui ne correspondent pas aux standards de beauté de ne pas se faire objectiver, catcaller ou ramener trop souvent à leur apparence physique. J'ai trouvé plein de témoignages sur TikTok vraiment intéressants, presque choquants, de personnes qui se considèrent ugly et qui jugent qu'elles ont peut-être des relations plus sincères parce qu'elles ne sont pas le crush potentiel de tout le monde. Tout ça pour dire que peut-être que l'idéal, c'est avoir le average privilege, puis c'est celui de se trouver assez cute pour pas s'auto-caller ugly, mais pas assez pour avoir l'impression qu'être belle, c'est ton identité. Ouais. Tu sais? Puis j'ai une pensée pour Andréane Frappier, parce que je me mets à sa place, puis je sais pas si je me réjouirais ou si je serais un petit peu dégoûtée de tous mes nouveaux privilèges. Parce que je pense que ça doit être très confrontant de réaliser à quel point les gens autour de toi agissent différemment en fonction de ton niveau de beauté. Tu sais. Fait que c'est ça. Aïe, aïe. Ben, non, mais là, tu parlais des gens autour de toi, mais j'imagine que pour elle, la plus grosse différence, c'est plus justement dans sa vie normale, là, comme à l'épicerie, Oui, à la c'est ça. pharmacie. C'est là qu'elle doit remarquer la plus grande différence plutôt qu'avec ses proches. Là. Oui, c'est ça, parce que, je veux dire, c'est vraiment inspirant comme histoire pour elle. Cette fille-là est en couple depuis super longtemps, elle a 2 enfants, elle s'était fait dire toute jeune qu'elle allait mourir, elle avait une espérance de vie, je veux pas dire n'importe quoi, mais en tout cas qu'elle allait mourir jeune, qu'elle pourrait pas avoir d'enfants, puis elle a 2 jeunes adolescents en santé, elle a un partenaire amoureux, elle a un travail, elle marche, elle mange, tu sais, dans le sens, c'est une personne très fonctionnelle qui a, somme toute, une vie raisonnable, là. Oui. Mais là, ça vient de prendre une méchante coche, puis ça m'a fait réfléchir à plein d'affaires. Je sais pas si
En tout cas, tu as sûrement déjà entendu parler du terme de glow-up. Oui, ben là, ça m'a fait penser ton affaire aussi à l'émission The Swan. T'en souviens-tu de ça? C'est comme une émission, dans le temps, c'est diffusé à TVA, là. J'imagine que c'est diffusé ailleurs. C'est une émission américaine où les femmes qui se trouvaient moches rentraient, puis il y avait une chirurgie esthétique complète, là. Ah ouais? Attends, Oui. non, je sais pas, je OK. connaissais pas ça. C'était dans les émissions des années 2000. Donc, c'était des femmes qui se trouvaient moches, là, qui voulaient changer leur apparence physique. Il y avait ils restaient dans une espèce de maison là, pendant des mois, puis il y avait des chirurgies esthétiques, mais vraiment là, comme rhinoplastie. Ils changeaient leur face au complet. Oh mon Dieu, c'est un peu... Puis après, leur horrible. famille les accueillait, puis ils étaient... À la base, ces femmes-là, ils étaient pas si laides, là. C'était juste, mettons, average looking. Puis là, ils devenaient comme plastiquement un peu parfaites, ils se ressemblaient plus du tout. Puis là, leur famille les attendait, puis on les voyait arriver avec leur nouvelle face plastiquement parfaite. C'était tellement bizarre comme concept, mais les femmes étaient vraiment contentes, mais en même temps, je me disais, ils doivent plus se reconnaître, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, il y a ces glow-up-là, je pense, qui sont comme atteints via la chirurgie esthétique. Ouais. Puis qui sont plus, c'est ça, cosmétiques. Mais il y a aussi, genre, je sais pas s'il y a des personnes autour de toi ou des couples que tu connais notamment qui flexent parce que ils ont bêté l'un sur l'autre alors qu'ils étaient moins beaux. Et maintenant, ils sont plus beaux. Puis ils se sont genre... améliorés. Ouais, c'est ça. Quand on s'est rencontrés, t'étais pas si cute, mais je savais que tu avais comme le potentiel de devenir cute, puis maintenant t'es cute. Ça, ouais. Ben, j'ai gagné. Dans les couples, mettons, des filles qui rendent leur chum beau ou qui leur donnent, il y a une tendance sur TikTok, là, de, comme mon chum avant, mon chum après, comme avant moi, puis là, je l'ai rencontré, puis je l'ai amélioré. Ouais. Maintenant, il est beau, puis c'est grâce à moi. C'est tellement invalidant pour la personne, mon Dieu, c'est tellement objectifiant. Oui, c'est vraiment objectifiant, mais c'est souvent axé autour du style vestimentaire, puis plus de, un petit, c'est ça, apparence... pas rhinoplastie. Oui, c'est ça. La chirurgie n'est pas impliquée. Mais j'avais aussi une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu penses que les personnes moins belles ont de plus belles personnalités? Non, je pense que c'est un préjugé. Tu penses? Oui, j'ai rencontré des gens moches qui étaient vraiment désagréables. Et des personnes belles qui avaient une personnalité fantastique. C'est vrai. Comme quoi, tu peux tout avoir ou absolument rien avoir. C'est mon tour, Florence. Vas-y. On m'a dit à l'oreille que c'était mon tour. Vas-y. T'es-tu prête? Oui, je suis prête. OK. Moi aussi, je passe du temps sur TikTok. La semaine dernière, je suis tombée sur une vidéo où on voyait 2 enfants en bas âge jouer dans le salon de la maison familiale. Puis par-dessus cette vidéo, en apparence très ordinaire, on pouvait lire « Je brise enfin un cycle de trauma générationnel familial, #LivingRoomFamily ». Cette vidéo-là m'a plongée dans un méchant bon vortex de contenu où j'ai tout appris sur les living room family, donc les familles de salon, ces familles qui chillent tous ensemble dans les espaces communs. Les familles de salon s'opposent aux familles de chambre où tout le monde se sépare dans ces quartiers après souper. Les nombreuses personnes qui ont partagé leur expérience sous le mot-clic, qui sont, sans surprise, majoritairement des mères, mentionnent toute leur fierté d'avoir une living room family. Certaines d'entre elles expliquent que, durant leur enfance, elles ne se sentaient pas à l'aise de passer du temps dans le salon avec leurs parents, ce qui les forçait à se retirer dans leur chambre le soir et les fins de semaine. Là, c'est sûr. On peut comprendre que dans certaines familles avec des problèmes de violence domestique, par exemple, les enfants ne se sentent pas en sécurité dans les espaces communs. Par contre, sais-tu moi où l'équation living room family bon parent est assez simpliste? Est-ce qu'on serait pas en train de mélanger famille introvertie et trauma générationnel? En gros, on est-tu en train de s'inventer des traumas avec un hashtag? Aussi, est-ce que d'adopter une dynamique familiale différente de celle de ses parents, c'est vraiment briser un cycle de trauma? J'ai l'impression que parfois, quand on est des enfants, on ressent un certain malaise avec le fait de ne pas reproduire ce que nos parents nous ont offert, comme si en faisant les choses différemment d'eux, on les insulte ou on les critique, alors que parfois, on a souvent juste des besoins et des réalités différentes. Ouais. Sur TikTok, il y a plusieurs buzzwords là, ou termes qui ont été créés pour critiquer des schémas familiaux qui me semblent assez normcore. Il y avait, par exemple, il y a quelques mois, le ingredient household, donc la maison à ingrédients, des familles qui n'ont pas de collation dans leur garde-manger. À la place d'avoir des craquelins, des Doritos ou des rouleaux aux fruits, elles ont plutôt des ingrédients sous la main, genre du beurre de peanut, des pépites de chocolat ou des tranches de pain. Oui, certaines familles ont des relations problématiques avec la nourriture et n'achètent pas de Dunkaroos par souci de contrôle et non par préférence personnelle, mais ça se peut-tu que pour certaines familles, un yogourt et une pomme, ça fait juste bien leur affaire? Au Québec, près de la moitié des parents ont tendance à se mettre souvent ou très souvent de la pression concernant la façon dont ils s'occupent de leurs enfants. Alors que l'anxiété de performance parentale préoccupe de plus en plus les parents québécois, je me demande si ces tendances-là ne sont pas en train d'ajouter une pierre à l'édifice de l'anxiété parentale ou si elles ne nous aident pas plutôt à réfléchir à la dynamique familiale qu'on a envie de léguer à nos enfants. Et là, c'est rare, mais je suis pas sûre que c'est quoi mon opinion là-dessus. Mais toi, c'était quoi ton type de famille? T'es-tu le living room?
Et je pense qu'on était quand même un peu une living room family. J'avoue, mettons, après souper, vous chillez tout le monde ensemble? Ouais, un peu. Je pense que c'est un mix des deux. Mais je me rappelle juste que... Puis je sais pas si c'est un peu ce qu'on sous-entend par living room family. Ouais. Éduque-moi sur la question. Mais est-ce que ça veut aussi un peu dire que t'es comme une personnalité quand t'es tout seul de ton bar, dans ta chambre, à faire tes petites affaires, puis que t'es pas à l'aise de la montrer, genre, dans ta famille? Je pense que oui, il y a cet aspect-là de justement avoir peur de tes parents à un niveau ou à un autre, C'est de ça. pas te sentir toi-même. Mais C'est ça. quel adolescent aussi ne se sent pas soi-même en Non, c'est présence ça. tu sais, de ses parents? Ben oui, puis c'est vraiment normal. Puis moi, je me rappelle quand j'étais petite, mes parents, à la maison, j'étais un enfant assez turbulent. Mhm. Quand mes parents allaient me porter à l'école, mes profs me disaient tout le temps, mon Dieu, que Florence est fine puis elle est sage. Puis mes parents étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que C'était j'avais deux un petit peu personnes. ces deux personnalités, la personnalité à la maison, puis la personnalité à l'école. Fait que je pensais que ça faisait un peu référence à ça, cette trend-là. Puis je me disais, OK, peut-être que ça en dit long sur mes traumas. Mais tu vois, effectivement, je pense qu'on essaie de faire beaucoup de liens avec pas grand-chose pour apaiser les anxiétés des parents. Oui, Des bien, fois. on invente un peu des termes qui sont inutiles, Ouais. à mon avis. Il y a aussi toute la notion de privilège hein, Ouais. et de culture familiale. Ouais. À l'intérieur de ces trends-là, c'était avoir des espaces communs, c'est pas tout le monde qui a ça. Non, non, non. Les collations aussi, c'est culturel, la notion même de collation. Mhm. Là, pour certaines familles ou certaines cultures, la collation, c'est un restant de souper. là. Ouais, ouais. C'est pas des Dunkaroos. Je sais pas Ouais. pourquoi c'est mon exemple aujourd'hui. Mhm. Mais il y a vraiment cette notion. Tu sais, il y a des gens qui habitent à 10 dans un 4,5. Ils sont Ouais. tous des living room family. Oui, c'est c'est ça. par défaut. Là. C'est ça. Puis, je sais, moi, il y a aussi l'aspect où, personnellement, je viens vraiment d'une famille de chambre, mais c'est parce qu'on est tous des introvertis. Mhm. J'avais pas peur d'être moi-même avec mes parents, j'avais juste pas le goût de parler Ouais. à la fin de la journée. Ouais. Mais ça, on voit toujours ça comme un problème, les personnes introverties. Oui, On est vraiment... on est très problématique. On a des enjeux de santé mentale. Je sais pas. Je pense qu'on voit ça vraiment d'un mauvais œil, la solitude, puis espérer vouloir la solitude. puis peut-être que justement ces enfants-là qui ont une living room famille, ben ces parents-là qui aujourd'hui ont une living room famille alors qu'ils n'en ont pas eu une plus tôt dans leur vie, c'est peut-être juste parce que ces enfants-là sont plus extravertis, puis ça, c'est la famille qui souhaite. Mhm. Puis je sais pas de les familles autour de toi, mais est-ce que toi, tu as remarqué ça, mettons, je sais que ta sœur a un enfant. Oui. Est-ce qu'elle fait des choses différemment de ta famille puis ça dérange tes parents ou... Je sais pas, c'est dur à dire vu que là, ma soeur a un enfant. Ouais. Fait que j'ai l'impression que... Puis vous êtes une famille de 4. Oui, c'est ça. Fait qu'on n'observe vraiment pas les mêmes dynamiques. Mais je sais en tout cas que ma soeur, il y a plein d'espèces de façons de faire qu'elle approuvait pas trop de mes parents, qu'elle essaie de pas reproduire avec son propre enfant. Puis que des fois, ça frôle l'espèce de paranoïa de comme... Je pense que tu vois des signes où il y en a pas, là. Tu sais. Puis je Mais pense que c'est un c'est secret très parental. typique parents dans l'approche bienveillante et... tu sais. Ah oui, je suis tellement coupable de ça. Là. Moi, pour vrai, je me sens tout le temps mal de ce que je fais avec ma fille. Je veux tout le temps bien faire les choses. Est-ce Puis que là, c'est un living room kid? ben, j'ai un Bella? living room kid, mais moi, mais en même temps, on est, j'aime ça dire, je suis une là-dessus, mais on est tout le temps tout seul ensemble, souvent. Ouais, ouais. Là, on joue, elle joue, puis moi, je fais mes choses, mais on est ensemble dans la même Mhm. pièce. Je pense que ça, c'est peut-être le compromis. Je sais pas c'est quoi le terme que je Ouais. pourrais inventer pour Moi, je ça. trouve ça super, l'autonomie. Un Jouer chill seul, out je trouve que c'est family. une belle qualité. Ah, c'est le temps. Bravo, Violette. Oui. Je pense que c'est le moment où on invite un ou une de nos collègues de la salle de rédaction pour jaser de son travail. Cette semaine, on invite Malia Kunku. Malia s'est rendue à New York et à Boston pour rencontrer des étudiants américains et connaître leur opinion sur la politique en cette période électorale. C'était dans le Micromag Urbania en fin de semaine. Malia, je te Joins-toi à cède nous. ma place. Assieds-toi. OK, bah oui, Gab, ici, c'est vrai. Là, je veux dire que Malia elle a sa casquette Harvard. C'est Super excellent. rémunérée pour la porter, je tiens à préciser. Oui, elle est habillée déguisée pour le micro. Pour le micro, ouais, c'est ça. Malia, il y a Oui. peut-être des gens qui l'auront pas vu, ton reportage, au moment où ils vont écouter le podcast. Peux-tu Oui. leur expliquer c'est quoi, en gros? En gros, déjà, merci pour l'invitation. Je suis touchée. En gros, l'idée, c'est tout simplement d'aller aux États-Unis avec les moyens du bord, puis de se promener tout simplement dans les campus universitaires, puis aller à la rencontre des étudiants directement et leur demander comment ils se sentent à l'aube du 5 novembre, donc des élections présidentielles américaines. Puis
c'était pas tant comment dire, c'était pas tant une invitation au débat ou tu sais, à juste justifier ses opinions politiques. C'était vraiment plus le ressenti des étudiants qui m'intéressait, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte d'angoisse dans les airs qu'on ressent même ici. Et je voulais tester si cette théorie était vraie. Et elle est vraie. Mais c'était quoi la vibe sur les campus? Puisqu'on dirait, tout le monde parle de politique américaine, là, on dirait que c'est genre talk of the town là-bas. Est-ce que les gens avaient réellement des opinions? Oui, bah déjà la vibe sur les campus, elle est très, j'ai envie de dire, aseptisée. Mais je pense que ça, je le dis parce que on connaît tous le contexte Bah, déjà, je vais préfacer mon propos en disant que quand je posais mes questions, qui étaient plus vraiment sur les élections présidentielles, sur comment est-ce que tu te sens, etc., on ramenait toujours le sujet à la Palestine. Donc vraiment, on va dire, si j'ai interviewé 10 personnes, il y avait au moins 8 personnes qui me parlaient de la Palestine. Donc à un moment donné, je me suis dit, ah ok, c'est un avant et un après pour beaucoup de gens. Et étant donné qu'il y a eu un grand mouvement pro-palestinien avec les campements et tout, etc., sur les campus américains, mais c'est un peu avec ça à l'esprit que je considérais un peu, quand je déambulais un peu genre à Harvard et tout, etc., comme je trouvais ça un peu aseptisé, parce qu'on dirait qu'ils essayaient un peu comment dire, déjà d'atténuer cette vague-là, puis comme de faire en sorte que ça ne revienne plus. Par exemple, à Columbia, le campus est fermé, tu as besoin d'avoir un code QR pour rentrer, que tu dois demander comme 24 heures à 48 heures plus tôt, parce que j'ai parlé aussi au gardien pour savoir pourquoi, puis il m'a dit que c'était parce qu'ils avaient peur des représailles, des représailles, ils avaient peur d'un retour des campements. En tout cas, tout ça m'a fait me dire, supposer, parce que je ne dis pas que ce que je dis est forcément vérité générale, mais quand même, je pense qu'il y a une envie d'apaiser, mais surtout de comme, cacher un peu... oui, mettre en dessous du tapis, c'est ça, clairement. ouais. Et la manière dont ça se traduit dans les interactions que j'ai eues, ou les non-interactions aussi que j'ai eues avec certaines personnes qui comme, évitaient ma caméra, ou qui... Tu sais, je leur parlais, puis... Petit à petit, j'amenais le côté que j'ai un caméscope, est-ce que tu serais à l'aise de te faire filmer? Puis là, c'est là où la conversation commençait un peu à devenir hésitante, puis ensuite ça terminait par un non. Donc c'est ça, en fait, ça se traduisait par un évitement, puis une sorte de crainte, une sorte de peur, une méfiance. Donc ce serait à peu près ce que j'ai constaté sur place, oui. Puis nous, on voulait savoir comment tu t'es sentie comme journaliste, mais surtout comme femme noire sur les campus aux États-Unis. En termes de sécurité, je me suis sentie safe. En termes de journalisme et d'un journalisme qui se veut objectif, même si on peut avoir un débat sur ce mot-là. Et donc, dans le cadre de ma mission originale, qui était d'avoir des voix des deux camps, je me suis vite rendu compte que je ne les avais pas, mais au lieu de comme me forcer un peu à les avoir, parce que je voulais pas me forcer en fait, je voulais vraiment faire ça le plus spontanément possible. Puis si les gens me parlent, les gens me parlent, mais si les gens me parlent pas, je voulais aussi analyser pourquoi est-ce qu'ils me parlent pas. Comme je trouvais ça tout aussi intéressant, et je trouvais qu'il y avait toujours des liens à faire avec le climat politique pré-élection. Et en tant que femme noire, je me suis dit peut-être que inconsciemment, avec tous les propos qu'on entend de la bouche de Donald Trump et de sa cour autour de lui, peut-être qu'inconsciemment, parce que je suivais les informations en même temps, je voulais pas me mettre moi, ma petite caméra, puis comme mes micros, dans une situation de danger, parce que oui, j'étais journaliste, mais j'étais quand même une femme noire, une femme noire seule, et comme plein de petits trucs où je pense que j'avais comme un instinct de survie qui me faisait me dire, même si tu voulais aller dans des lieux où tu savais qu'il y avait vraiment comme des conservateurs et tout, etc., comme j'avais peur de ce qui pourrait m'arriver. Un peu d'hypervigilance, là. C'est ça, ouais. Puis il y avait aussi le fait que, encore une fois, tu sais, j'allais voir les gens, puis les gens venaient me voir aussi naturellement. Puis je pense que les personnes que je n'ai pas eues ne sont pas aussi venues me voir et n'ont pas aussi été réceptives. Donc ça aussi, j'ai un peu analysé en me disant... Et ça, je le dis de façon neutre, pas sans poser de jugement, parce que j'ai aussi essayé d'analyser pourquoi est-ce que certaines personnes me disaient non, pourquoi certaines personnes étaient plus réticentes et puis d'autres étaient
étaient plus à même de me parler. Et je pense que ça a aussi un lien avec mon identité, en fait, parce que oui, je suis journaliste, mais je suis une femme noire avant d'être journaliste. Donc, je pense que quand on prend en compte les biais qu'ont les gens et tout, etc., puis comme moi-même, mes propres instincts, ma propre perception du monde, etc., je pense que le résultat est ce qu'on voit dans le micromag, c'est la manière dont je retourne sur mes pieds. Allez, c'est le micromag. C'est tellement intéressant. Je trouve que ça pose une réflexion sur le terrain en tant que journaliste. Là, aussi, je pense que si, mettons, notre collègue Hugo Meunier, un homme blanc de 40 ans, est allé faire le reportage, il aurait parlé à différentes personnes. C'est ce que je me suis dit aussi. Et c'est un peu comme ça que j'ai un peu fait la paix avec le fait d'avoir... Parce qu'en soi, oui, je n'ai pas de personnes qui sont super républicaines, tout, etc. Mais je trouve que les propos des personnes qui sont dans le micromag, moi, m'ont quand même surpris. Et je les trouve pas si homogènes que ça. Donc c'est tout aussi intéressant en fait, même si on interroge une chambre d'écho, c'est tout aussi intéressant de notifier les différentes voix qui peuvent résonner dans cette chambre d'écho, parce que c'est pas juste une voix dominante puis tout le monde qui suit. Et c'est ce dont je me suis rendu compte durant le reportage. Et puis oui, je me suis demandé si j'étais pas moi, qu'est-ce que le reportage aurait été. Je pense qu'il aurait été complètement différent et tout aussi intéressant. Donc, il aurait sûrement été moins bon. Malia! C'est déjà tout le temps qu'on avait. Mais merci d'avoir été là. Je parle trop. Merci à vous. Non, jamais assez. C'est tout le temps. C'est ça. Tu peux retourner je être la personne la mieux habillée du bureau. Ouais, best dress, Malia, toujours. Gab, est-ce qu'on fait comme d'habitude, tu me montres ton dernier contenu enregistré? OK. Là, la semaine dernière, j'ai parlé du fait que j'étais quelqu'un qui mangeait extrêmement bien. Et je sais pas, ça a résonné avec les gens. Je m'en suis fait beaucoup parler. Donc... mon dernier contenu enregistré, qui était mon vrai dernier contenu enregistré, était une recette sur TikTok que j'ai faite parce que la semaine dernière... OK, lundi, je me reprends. Lundi, j'ai ouvert un Tupperware à mon bureau et Florence, qui est ma voisine de bureau, m'a dit « Qu'est-ce que c'est ça, Gab? » C'était cette recette que j'avais cuisinée. Ça avait l'air épouvantable. C'était des vieux craquelins bruns. Non, c'était pas mes vieux craquelins. Ah non, c'était quoi cette fois-là? Je les mélange. J'avais mes craquelins de carton, mais ça, je les avais pas fait moi-même. C'était des brownies que j'avais fait à base de purée de citrouille bio maison, de poudre de cacao et de beurre d'amande. Je suis tellement désolée pour ta fille qui doit manger de même. Elle a tellement aimé ça. C'est vrai? Ben oui, très ça bon me maman. débecte. Ouais, c'était ça. OK, ben oui, je pense que... Merci d'en parler. Ça fait plaisir. C'est important que tout le monde le sache. Oui. Moi, j'aimerais te parler des Québécois qui vont faire des tournées de presse en France et qui, soudainement, ont un accent français. OK, ça, c'est Pouvez-vous arrêter? Oui, c'est mon pet peeve. Ça suffit, là. C'est assez. Suzanne Clément, on se rappelle? Oui. Québécoise. Dans un contexte, un décor comme ça, oui, pour moi, c'est génial. En plus de faire du fantastique, c'est un plaisir, ouais. Ah! Je sais pas. Oui, tout à fait. Ça méritait le bouton. Je sais pas comment on réagirait si des Français venaient au Québec dans des entrevues et qui se donnaient soudainement l'accent québécois. T'as-tu vu aussi Petit Homme, comme un comédien? Non. Là? Il Non, faisait j'ai pas ça, Xavier Dolan. En tout cas, tout le monde y passe. Cœur de pirate. C'est trop. Puis c'est-tu de l'appropriation culturelle, faire ça? Non. Non? Mais c'est triggering et non nécessaire. C'est comme nier ton accent. Tout à fait. Ouais. C'était ça pour aujourd'hui. Je pense que c'était tout. Merci, Gab. Merci, Malia. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Flo et Gab. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Au revoir.